Et professeur, il est directeur même de l'Institut Essam Fares pour les affaires publiques et les affaires internationales à l'Université américaine de Beyrouth. C'est à vous. Merci beaucoup Nabia. D'abord un très très grand merci à Frédéric Ancel pour son invitation et pour son amitié et pour les mots qu'il vient de dire. Ça me touche beaucoup. Frédéric, je serai toujours au rendez-vous si tu me réinvites. Dans cette belle et bonne ville de Trouville, dont je salue aussi Madame la maire qui est là et qui nous fait l'honneur d'assister à cette causerie. Donc merci à vous tous, merci Emmanuel aussi pour l'organisation et pour la patience que ça a pris de me soutenir et de me supporter au vrai sens du terme dans mon voyage depuis Beyrouth jusqu'ici. Voilà, donc ce que je vais essayer de faire ce matin, c'est un tout petit peu d'abord planter le décor de cette table ronde, en montrant rapidement comment, au fil des dernières années, le conflit, l'arc de crise et le cratère des conflits dans cette région s'est déplacé progressivement vers l'ouest. C'est-à-dire comment on est passé des conflits traditionnels du Moyen-Orient, qui étaient beaucoup plus à l'est, vers quelque chose qui est aujourd'hui beaucoup plus dans la Méditerranée, dans cette zone particulière qu'on appelle le East Med, la Méditerranée, etc., qu'hier, d'ailleurs, l'amiral Dufour aussi a essayé de définir dans ces différents bassins, si je peux dire. Et puisque quelqu'un, tout à l'heure, parlait de contextualisation, il citait Frédéric, je crois sans le nommer, de nécessaire contextualisation dans le temps et dans l'espace, c'est un tout petit peu aussi de cela que je vais partir. Pour dire rapidement, si on prend une focale géographique ou de temps, c'est que si on regarde nos classiques à nous qui étudions les relations internationales dans cette région du monde, la géopolitique dans cette région du monde, il y a quelques années, peut-être une décennie ou un peu moins, on aurait parlé classiquement des conflits comme le conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien, on aurait parlé de la question iranienne, à la fois nucléaire et non nucléaire. On aurait parlé des rivalités interarabes, des guerres froides arabes, comme on les a appelées dans le temps. Et c'était un tout petit peu ça qui définissait d'une certaine façon l'arc des conflits dans la région. Les conflits en Méditerranée, ou les lignes de faille en Méditerranée, ou les tensions en Méditerranée, appartenaient plutôt à une autre sphère temporelle et spatiale qui était la sphère de la guerre froide. C'était plus l'affrontement russo-américain en Méditerranée, les routes, les circulations maritimes, etc. Aujourd'hui, clairement, notre table ronde indique qu'on va vers quelque chose d'autre. Aussi, lorsque vous regardez les tentatives, disons, parce que vous parliez, Nabia, de se parler, de nécessité de se parler, lorsqu'on évoquait les formats d'architecture diplomatique et de sécurité régionale, on parlait dans le temps de, par exemple, le processus de Madrid, qui a été consécutif à la fin de la guerre froide et qui a essayé de créer un premier cadre multilatéral, une sorte d'architecture régionale ou de couverture ou de parapluie régional à la Méditerranée et au Moyen-Orient, qui a fait faillite, qui est mort pratiquement avec l'assassinat d'Yitzhak Rabin en 1996. On a pu penser à l'Union pour la Méditerranée ou au dialogue des deux rives. Hier, Pierre Moscovici en parlait. C'est aussi mort en raison des conflits à l'est de la Méditerranée, au Moyen-Orient, en raison du conflit israélo-arabe, en partie, les tensions entre le Golfe et ses voisins. Et puis ensuite, il y a eu aussi d'autres tentatives comme celles auxquelles on assiste récemment, mais toutes, en fait, faisaient un tout petit peu l'impasse sur l'écheveau des conflits ou ce nœud de conflit méditerranéen. Alors, puisqu'on en parle aujourd'hui, faisons un tout petit peu l'inventaire à l'après-vert de ces tensions-là. Et c'est intéressant parce qu'il y a des choses sur lesquelles on continue à faire l'impasse et qui sont léguées dans cette région par les 10 dernières années, et on en a très peu parlé ici depuis hier, et ça m'a un peu frappé, un peu le legs aussi de quelque chose qui est quand même cataclysmique pour le sud de la Méditerranée, qui est la séquence des révolutions arabes. On en a très peu parlé. On est 10 ans après, aujourd'hui, d'ailleurs je viens de Rome, comme l'indiquait Frédéric, où j'assistais, je participais à un colloque sur les leçons apprises des 10 années de révolution arabe. Or, on n'en a pas beaucoup parlé, on n'a pas beaucoup appris de choses, et ce sont des choses qui continuent à peser aujourd'hui sur les conflictualités méditerranéennes. On a tendance à l'oublier. Au moins sur 2 théâtres,
dont on a un tout petit peu parlé, mais à la marge, le théâtre libyen, probablement que Christophe en parlera, et le théâtre syrien. Ces deux théâtres aujourd'hui qui pèsent, qui grèvent un peu la construction méditerranéenne, sont des théâtres aujourd'hui largement en crise du fait des révolutions arabes, de la séquence des révolutions arabes et de ce qu'ils ont créé comme conflictualité, comme violence, comme déplacement de population, comme questions irrésolues. Et ces questions irrésolues, j'y reviendrai dans quelques minutes pour parler un tout petit peu des impasses de l'Europe par rapport à la question méditerranéenne, c'est-à-dire le fait de ne regarder la Méditerranée que sous un prisme uniquement sécuritaire. Et sécuritaire incarné par la question des réfugiés, des migrants, qui sont un tout petit peu aujourd'hui les barbares qui envahissent les côtes européennes. Deuxième niveau de conflictualité ou de conflit, c'est ce qui se passe dans la mer Égée. Alors, l'amiral Dufour et d'autres, et nous aussi, on emploie East-Med, Méditerranée orientale, etc. En fait, c'est essentiellement un conflit dans la mer Égée entre les deux géants de la zone égéenne, la Grèce et la Turquie, un conflit ancien, une tension ancienne, mais qui se mue aujourd'hui en conflit de plus en plus ouvert, avec des affrontements maritimes, des heurts, etc., parfois des crises diplomatiques dures, et qui aussi font peser une grande question sur, par exemple, des choses dont on peut parler qui ne sont pas dans la zone, mais qui aujourd'hui se retrouvent en question dans la zone, comme par exemple la construction otanienne. La Grèce et la Turquie sont deux forces otaniennes, elles sont aujourd'hui aux prises en conflit l'une avec l'autre, et ça pose aussi un problème de ce type-là. Le troisième niveau de conflit qui est nouveau, on vient d'en parler dans la table ronde qui précède, c'est la question énergétique, la nouvelle équation énergétique. Alors évidemment, en nouvelle équation énergétique, je parlais d'un glissement du Golfe et du Moyen-Orient vers la Méditerranée, c'est un tout petit peu le passage du pétrole au gaz. Si on met de côté le Qatar, ce qui n'est pas facile puisque c'est un énorme réservoir gazier, mais aujourd'hui la nouvelle équation énergétique, en tout cas dans le bassin méditerranéen, elle est beaucoup plus déterminée par le gaz dans l'est de la Méditerranée que par le pétrole dans le Golfe Persique. C'est aujourd'hui probablement le nouveau nœud de sécurité routière maritime pour les années à venir et peut-être même les décennies à venir. Je crois que dans 15 ans, on parlera moins du détroit d'Ormuz ou du détroit d'Oman, on parlera beaucoup plus des pipelines dans l'est de la Méditerranée, des conflits entre la Turquie, la Grèce, Chypre, l'Égypte, la Syrie, le Liban et Israël, parce que c'est de cela qu'il s'agit. On parlera beaucoup plus de tout ça. Et enfin, il y a, je le citais tout à l'heure, la grande question qui aujourd'hui devient la question essentielle et même obsessionnelle pour l'Europe, c'est la question des migrations, la question des flux migratoires du sud vers le nord, de l'est vers l'ouest méditerranéen, qui sont en partie anciennes, ces migrations-là, mais qui sont aujourd'hui revisitées, renouvelées, réactivées, redynamisées par les 10 ans irrésolus de révolution arabe et des grandes questions socio-économiques qui sont ouvertes dans cette région du monde et qui vont continuer à rester ouvertes encore pour un moment si on continue à ne pas vouloir les regarder et à ne les regarder que sous le prisme exclusif de l'approche sécuritaire et de l'approche complètement, disons, régalienne au sens acier du terme. Alors, quels sont, je ne vais plus beaucoup tarder, mais quels sont les obstacles, en fait, à une sorte de, puisque vous parliez de se parler, quels sont les obstacles aujourd'hui que rencontrerait la tentative de construction d'une architecture régionale de sécurité, d'une architecture méditerranéenne de sécurité? Alors, le premier, je viens de le citer, c'est ce qui reste de cette longue période de tourbillon arabe. Moi, à mon avis, mais c'est une autre question, on pourrait faire un autre colloque, les révolutions arabes sont un cycle encore ouvert, elles ne sont pas terminées, ce n'est pas parce que le maréchal Sissi a réinstauré un ordre de fer en Égypte que les questions égyptiennes sont terminées, la pauvreté égyptienne, la démographie égyptienne, ce n'est pas parce que Bachar al-Assad est réhabilité aujourd'hui au niveau international, qu'on le veuille ou pas, implicitement ou explicitement par les États du Golfe, par la Russie, par les États-Unis d'une certaine façon, et peut-être même demain par l'Europe, que ça veut dire qu'on a fini de ces questions-là. La Libye est loin d'être stabilisée, le Yémen est encore loin d'être stabilisé, il y a des nouveaux foyers qui sont en train de s'ouvrir. L'Algérie,
l'Irak, évidemment, qui n'appartient pas à notre zone aujourd'hui, le Soudan, le Liban, puisqu'on va en parler aussi tout à l'heure, qui sont aujourd'hui, disons, la phase 2 des révolutions arabes. Et tout ça, c'est encore ouvert, et ça va peser sur la construction méditerranéenne au sens plus socio-économique et humain, de sécurité humaine, human security, que de sécurité, que de hard security, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire des questions d'armement, d'équilibre nucléaire, d'équilibre d'armement, d'armée, etc. Première grande question. Deuxième grande hypothèque sur le système méditerranéen, et ça nous ramène à la lecture globale qui a été faite, je crois, dans la première table ronde, qui était très intéressante, ou la deuxième plutôt, ou des autres, c'est ce qui est en train de changer au niveau de l'architecture internationale, c'est-à-dire les plaques tectoniques internationales. La grande question, il y a eu un débat, on peut continuer à débattre, mais il est évident qu'il y a en tout cas une apparence de retrait américain, ou plutôt d'allègement de la présence américaine dans la région. Il y a l'affirmation d'une puissance russe dans la région, dans la Méditerranée. L'amiral hier en parlait. On peut ajouter à tout ça. Il y a évidemment Tartous, il y a la base de Hmeimim en Syrie. Il y a des bases qui sont en train d'être négociées en Libye, en Égypte, peut-être demain en Algérie aussi. Et lorsqu'on regarde tout ça, il est clair, en tout cas, moi c'est comme ça que je le vois, que la Russie essaye de reprendre pied dans les pays où l'Union soviétique a perdu ses bases militaires et ses alliances stratégiques. C'est évident qu'on refait le puzzle de la guerre froide. Et il y a la Chine, évidemment, dont l'ombre commence à pointer. On en a parlé tout à l'heure, bien sûr, dans les questions économiques et gazières, mais même dans les questions aussi de hard security, d'une certaine façon. Il est intéressant, par exemple, de voir que la Chine, et on en parle très peu, a un envoyé spécial sur la Syrie, par exemple, et qui réside très largement, lorsqu'il est en Syrie, sur les bases militaires gérées par la Russie. Donc tout ça, c'est aussi intéressant. C'est le deuxième obstacle, c'est-à-dire quelles vont être les puissances prescriptrices de l'ordre dans cette région, les puissances globales, prescriptrices de l'ordre régional en Méditerranée. La troisième question, et c'est celle que j'ai esquissée jusqu'à maintenant, c'est qu'on a une sorte de région en flux permanent. C'est-à-dire on est loin encore de l'équilibre, qui peut amener des acteurs constitués à s'asseoir à la table et à parler. Je parlais des révolutions arabes. Aujourd'hui, on a un ordre étatique ou stato-national au sud de la Méditerranée qui est complètement aujourd'hui en chantier. Qui n'est pas en chantier, qui est en jachère ou qui est en lambeaux, qui est complètement en déchirement. Une Égypte qui se refait petit à petit, une Syrie qui est probablement réexistante avec un dictateur de nouveau au pouvoir, mais une Syrie qui a perdu pratiquement toutes ses cartes d'action dans la région, une Libye qui n'est plus un acteur régional, une Algérie qui, comme vous le savez, on l'a dit hier, est en train aujourd'hui de rentrer dans une nouvelle crise avec le Maroc, etc. Donc on a des acteurs qui autrefois étaient des acteurs du cadre méditerranéen, qui sont aujourd'hui complètement revisités et complètement, disons, affaiblis. Il y a la deuxième chose, c'est que c'est la montée des acteurs non étatiques. On en a très peu parlé aussi. Bien sûr, on parle de Daesh, d'ISIS en Syrie, en Libye, au Sinaï, en Égypte, etc. Mais il y a aussi d'autres types d'acteurs non étatiques qui sont parfois malévolants, enfin, ou des acteurs néfastes ou des acteurs de nuisance, mais qui sont aussi parfois des réseaux non étatiques, au contraire, de tissage de liens, de prospérité, etc., au niveau économique, au niveau télécom, au niveau énergétique, etc., etc. Le troisième problème, je crois, ou le troisième obstacle à une construction méditerranéenne aujourd'hui, et là je suis peut-être le moins bien placé pour en parler, c'est les conflits intra-européens. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que la Libye, par exemple, est le théâtre d'un affrontement qui est parfois extrêmement tendu, extrêmement heurté entre l'Italie et la France. Des visions complètement contradictoires de la sécurité au sud de la Méditerranée, des visions contradictoires de la question migratoire, des façons de voir extrêmement divergentes sur le néo-autoritarisme. En Égypte, par exemple, la France est très amie avec le maréchal Sissi, qui a un conflit et une crise extrêmement tendue et ouverte après l'assassinat de Feu Régini, un collègue à nous, qui a été affreusement assassiné
en Égypte. Donc il y a des questions aussi qui tardent à être réglées. Le Brexit, évidemment, qui continue à peser, puisque c'est quand même une force maritime importante, etc. Le quatrième échelon, et peut-être que là je commencerai un peu à conclure, c'est l'émergence de nouvelles puissances extérieures à la zone. Je parlais de la Chine et de la Russie tout à l'heure. La Méditerranée aujourd'hui est un espace où, par exemple, certains États du Golfe projettent leur puissance. On en a très peu parlé. Et c'est là où peut-être je commence à faire ma démonstration du lien entre le théâtre moyen-oriental et le théâtre méditerranéen. Les Émirats, l'Arabie saoudite, font la guerre au Qatar, avant de se réconcilier depuis quelques mois, en Libye, à Gaza, territoire méditerranéen, au Liban, en Syrie, en Égypte, en Tunisie. Je crois que le coup d'État tunisien est une résultante quand même de ce bras de fer entre États du Golfe. Et en filigrane de tout cela, il y a l'Iran. On oublie par exemple, et c'est là où je reviens au Liban, le Liban aujourd'hui, Gaza, une partie de la Syrie, peut-être d'autres points dans la région sont aujourd'hui des marchepieds iraniens dans la Méditerranée. Aujourd'hui, l'Iran est une puissance méditerranéenne. Ça nous plaît ou pas, mais c'est comme ça. La banlieue sud de Beyrouth est sur la mer Méditerranée. Les bateaux iraniens qui ont déchargé du fioul il y a 4 jours dans le port de Banias, pour l'amener au Liban, c'est un phénomène méditerranéen aujourd'hui qui voit l'Iran devenir un acteur de premier plan. Donc je conclurai ici sur une note, peut-être qui nous amènera au Liban tout à l'heure, pour dire que peut-être le Liban est un tout petit peu ce point de condensation, je dirais, ou de concentration de ce que j'essaye de montrer comme étant cette nouvelle articulation entre les vieux conflits du Moyen-Orient, dont on aurait parlé il y a 10 ans, et les nouveaux conflits de la Méditerranée dont on parle aujourd'hui et dont on parlera aujourd'hui. Alors je crois que d'un point de vue occidental, d'un point de vue européen, américain, etc., peut-être cette nouvelle approche, cette nouvelle lecture de la région devrait peut-être commencer à prendre en compte l'articulation entre ces théâtres de crise et l'acceptation ou pas, mais ça devient des choix politiques, des nouveaux acteurs, qu'ils soient étatiques ou non étatiques, qui montent dans la région et qui de plus en plus participent de la grammaire, disons, géopolitique et des puissances dans cette région dont mes amis et mes collègues vont parler un tout petit peu plus en détail dans quelques instants. Merci.